Mesdames, Messieurs, bonjour. Après ces 2 ans de pandémie, c'est un grand plaisir pour moi de revenir en Algérie, mon pays. Mon nom me trahit là-dessus. Je tiens à remercier les équipes de Cash Assurance, au premier lieu Madame Ouidat Belrouchet, son présidente, directrice générale, Mehdi Chelouche, directeur technique, et toutes les équipes pour leur invitation. Alors, je ne sais pas si on peut avoir la présentation déjà affichée. Merci beaucoup. Alors, je l'entends, l'illustration de cette présentation peut être un petit peu effrayante. Je tiens à vous prévenir, on part clairement sur 30 minutes, 25 minutes plutôt de mauvaises nouvelles, mais il faut écouter jusqu'à la fin. Les dernières minutes seront des bonnes nouvelles. Il y a 5 minutes sur le partenariat et sur ce que l'assurance et la réassurance peuvent vous apporter en tant qu'acheteur d'assurance pour votre résilience. Ceci étant, le marché international, la conjoncture économique, les défis géopolitiques nous affectent tous et affectent également les marchés de l'assurance et de la réassurance. Ce sont les points sur lesquels je veux revenir aujourd'hui. Comme le titre un peu pompeux et peut-être un peu rébarbatif l'indique, in fine, il s'agit de notre contexte international, de la géopolitique, de l'impact sur la finance et de l'impact que ça a sur la résilience des entreprises industrielles. J'ai structuré cette présentation volontairement en 3 temps. Donc, le premier temps axé sur la partie économique, la partie financière. On connaît aujourd'hui un contexte d'inflation, on connaît un contexte économique, une macroéconomique extrêmement compliquée. Quel est l'impact, très clairement, pour vos réassureurs, pour vos assureurs, et qu'est-ce que cela leur demande en termes d'adaptation? Ce sera la première partie. La seconde partie, elle est axée sur la partie défis climatiques, comme indiqué dans le titre. Je pense que je n'ai pas tellement besoin de faire de schémas ou beaucoup d'illustrations sur ce sujet. Nous avons connu en Algérie un été extrêmement chaud, des sécheresses que nous connaissons dans toute la région et partout dans le monde. Personnellement, je suis basé, comme c'est indiqué en introduction, en Allemagne du Nord. En Allemagne du Nord, nous connaissons pourtant dans un endroit qui a des climats plutôt, on va dire, anglo-saxons, à l'anglaise, beaucoup de pluie, des sécheresses incroyables. Eh bien, je veux revenir, dans cette seconde partie, sur l'impact que ce changement climatique a sur notre marché de réassurance et d'assurance, qui par nature est là pour protéger les personnes individuelles, les entreprises, contre ces risques dits de pointe. Et enfin, c'est pour ça que j'expliquais qu'il faudrait vraiment rester jusqu'à la fin de la présentation, tout ne sera pas négatif, les solutions, les adaptations, ce qui nous permettra, vous et nous, en tant que partenaires, de passer ce cap. Puisqu'in fine, et j'aimerais terminer cette introduction là-dessus, ce que j'ai appris dans mon présent et dans mon passé de souscripteur, c'est la capacité, en tout cas je l'espère, à me mettre à la place de mon interlocuteur, à me mettre à la place de la personne à laquelle je vends de l'assurance, de la réassurance, in fine de la résilience. Et ce que je vous invite, ce que je vais essayer de faire durant ces 30 minutes, c'est de vous permettre de vous mettre à la place d'un réassureur, d'un assureur qui cherche d'un côté le partenariat de long terme, mais aussi, évidemment, à rentrer dans les intérêts de ses actionnaires. Alors, je ne sais pas si le pointeur a quelques problèmes, si on peut me faire avancer, sinon la présentation automatiquement. Non. Ah, parfait, merci. Ça marche? Ouais. D'accord, merci. Moi qui ne suis pas doué, excusez-moi. Alors, première partie, comme je vous l'indiquais, conjoncture économique, et réassurance. Étant donné que vous verrez dans cette présentation, je parle toujours de réassurance. Ce sont des marchés qui sont interconnectés. L'un ne vit pas sans l'autre. Nous ne vivons pas sans nos cédantes et nos partenaires internationaux qui ne peuvent pas faire face au risque d'intensité et même de fréquence sans notre support financier. Sur cette première slide, rien de très surprenant. C'est une conjoncture, ou plutôt une tendance macroéconomique que tout le monde connaît. Je vais essayer de bien parler dans le micro. L'inflation. L'inflation, aujourd'hui, elle a plusieurs causes. Je vais y revenir à la fin de cette première partie. On connaît les difficultés de supply chain, de chaîne d'approvisionnement que nous avons eues au début de la pandémie, le déclenchement de la guerre en Ukraine.
La conséquence première sur les marchés internationaux, marché européen, marché nord-américain, c'est la hausse de l'inflation. On a une inflation qu'on peut qualifier de galopante. Entre 2020, où on était dans on va dire, le corridor d'inflation qui est accepté économiquement comme étant correct, autour de 1,5 à 2,5%, on est aujourd'hui sur des taux alarmants, au-delà de 7%, prévisionnels même sur 2023. Cette inflation, elle intéresse beaucoup de monde, elle nous intéresse, nous, dans nos achats quotidiens, elle intéresse également ceux qui sont chargés de la réguler et ceux qui sont chargés de la stabilité monétaire des pays, à savoir les banquiers centraux. Ces banquiers centraux ont fait le choix, que ce soit la Fed aux États-Unis, que ce soit la Banque centrale européenne en Union européenne, d'augmenter les taux directeurs afin de résorber l'inflation. Alors vous me direz, bon, oui, on entend bien, supply chain, difficulté d'approvisionnement en énergie. Bon, nous déjà en Algérie, on est un peu moins touchés, d'une part, et puis quel impact sur le marché de la réassurance. Alors j'y viens. Les taux directeurs augmentés ont un impact direct sur les taux d'emprunt à 10 ans des principales économies mondiales. J'ai mis sur ce graphique les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et le Japon. Mis à part le Japon, aucune de ces économies n'est épargnée par ces augmentations de taux directeurs. Augmentation de taux directeurs dit augmentation des taux d'emprunt à 10 ans pour ces États. Un État comme l'Allemagne, qui est vu comme le taux sans risque, notamment au niveau de l'Union européenne, ça voisinera probablement autour des 3% d'ici l'an prochain, 3 à 4%. L'impact que ça a sur la réassurance, ou le lien que ça peut avoir avec la réassurance, il est très clair. Je prends un réassureur comme Hannover Re. Alors vous verrez, probablement un petit peu par chauvinisme nord-allemand, mais aussi parce que notre portefeuille est représentatif des portefeuilles des grands assureurs et réassureurs européens, américains, principaux apporteurs de capacités d'assurance. Nous avons une stratégie d'allocation de nos actifs qui est très orientée sécure. Peu de prise de risque, on investit en grande partie dans des emprunts d'État. Emprunts d'État à 10 ans de l'Allemagne, de la France, des États-Unis. On est aujourd'hui autour de 35% dans notre portefeuille d'investissement. Pour information, pour donner des ordres de grandeur, puisque c'est vrai que finalement, pour vous, je suis un peu loin du marché de l'assurance et de la réassurance en Algérie. Hannover Re, c'est le 3e réassureur mondial, qui devrait établir un niveau de prime d'environ 35 milliards d'euros d'ici la fin de l'année, un résultat net entre 1 et 2 milliards d'euros, et surtout, pour ce qui nous intéresse sur cette slide, gestion du capital autour de 60 milliards d'euros. C'est-à-dire 60 milliards d'euros de placement, vous en avez 35% dans des obligations d'État. Bien. Évidemment, comme je l'indiquais, nous sommes des gens qui prenons des risques, certes, mais pas sur notre partie passif. Ces obligations d'État sont des obligations principalement notées AA, AAA. On en revient à notre sujet qui était la macroéconomie, les tendances conjoncturelles, l'inflation impactant les taux directeurs, impactant les taux d'emprunt à 10 ans de ces États. Nous sommes de grands détenteurs de portefeuilles obligataires et nous sommes soumis à des règles de solvabilité, des règles réglementaires, des cadres réglementaires. L'impact, il est direct. Cette année, une compagnie comme Hannover Re enregistre une baisse de ses fonds propres en IFRS de l'ordre de 25%. Alors, on se situe, je dirais, malheureusement dans le haut du peloton. Des réassureurs comme Swiss Re vont avoisiner les 35% de baisse. Un réassureur comme SCOR s'en sort beaucoup mieux, autour de 12,5%. Cela a un impact direct, in fine, sur la capacité disponible sur les marchés internationaux d'assurance et de réassurance, donc d'assurance principalement des grands risques, et de réassurance. Si nous prenons les fonds propres en milliards de dollars américains des grands réassureurs mondiaux, j'ai mis pudiquement réassureurs globaux dans cette slide. Réassureurs globaux, en fait, on parle du top 10, top 20 de la réassurance, en l'occurrence du top 20. Je remercie E.ON pour ces chiffres. On voit une baisse claire, vous le voyez sur 2022, des fonds propres disponibles pour ces réassureurs, sachant que leur taux de dette reste à peu près constant.
Ce sont des gens bien capitalisés qui recourent à la dette de manière avec beaucoup de parcimonie. Les fonds propres de ces réassureurs, in fine, ce n'est ni plus ni moins que le service que je vous rends. Alors sans que vous le sachiez parfois, puisque nous sommes derrière des partenaires tels que la Caisse, mais mon travail au quotidien, il n'est ni plus ni moins, alors certes de faire des calculs, des présentations un petit peu absconses parfois, mais avant tout, mon travail, c'est de vous louer du capital. Point. Mon actionnaire ou nos actionnaires derrière sont là pour nous mettre du capital à disposition afin que nous vous le mettions à disposition pour rendre l'économie plus résiliente. Si mon capital, mes fonds propres, c'est-à-dire mon capital tier 1, mon capital dur, diminue, le capital disponible sur les marchés internationaux diminue de facto. Alors on voit qu'il y a une différence, je différencie ici, donc c'est tout le capital disponible sur le marché international de l'assurance et surtout de la réassurance sur le marché, donc aux alentours de 600 à 700 milliards de dollars américains. Je distingue ici capital traditionnel et capital structuré ou alternatif. Le capital traditionnel, c'est le capital mis à disposition dans des traités classiques, non proportionnels ou proportionnels, avec les assureurs ou même parfois les réassureurs internationaux. Ce qu'on va appeler capital alternatif, peut-être qu'on pourra revenir sur ce point plus avant durant les discussions, ce sont les moyens utilisés par certains réassureurs et assureurs via les marchés financiers pour s'approvisionner en capital. Je pense notamment aux cat bonds ou aux insurance linked securities, la titrisation in fine de portefeuilles d'assurance. Eh bien, ce capital disponible est en baisse. Pour aller droit au but, on est face à un croisement des courbes. On a une demande qui est constante, voire en augmentation, puisque l'inflation vous oblige à revoir vos capitals assurés et à demander plus de capacité, notamment pour les couvertures des risques d'intensité, les grands risques. Ici, je pense en Algérie aux tremblements de terre, on pensera aux ouragans aux États-Unis, ou aux tempêtes, qu'elles soient de grêle ou autres en France. Eh bien, la demande augmente et elle croise la courbe de l'offre, qui, comme on peut le voir sur ce graphique, est en diminution. Nous avons tout autant de réassureurs qu'avant, nous n'avons pas eu de faillite, mais les effets macroéconomiques engendrent une diminution du capital disponible sur le marché. Pour résumer, sur une slide un petit peu compliquée, mais que je vais essayer de rendre lisible, nous avons au départ l'effet du coronavirus. La pandémie, qu'on dit passagère, tous les économistes s'accordent à dire, voilà, on a pour 1 ou 2 ans, une fois cette période de 1 à 2 ans passée, nous serons sur un retour aux fondamentaux classiques de l'économie, pas de problème là-dessus, l'inflation est passagère. Augmentation lente mais sûre de l'inflation. C'est ce que j'explique in fine. Le début de l'inflation, c'est une demande qui est à peu près constante et une offre qui est ralentie. Nous sortons de cette pandémie, ou en tout cas j'espère, en tout cas à titre personnel, que nous en sommes sortis, et nous entrons dans une phase durant laquelle 2 États stratégiques entrent en guerre. L'Ukraine et la Russie. Rien de nouveau, me direz-vous. Le fait est que l'inflation, qui était à partir de la pandémie passagère, purement conjoncturelle de court terme, s'inscrit dans le long terme. Certes, moins pour des États comme l'Algérie, mais fortement pour des États comme les États européens ou américains, dépendants, je suis bien passé pour en parler habitant en Allemagne, du gaz russe. Le gaz russe, sanctionné, le pétrole sanctionné, les céréales difficilement exportables d'Ukraine engendrent une augmentation de tous les prix. Et in fine, comme nous le disions en plaisantant avec un des présentateurs suivants, nous mangeons, nous habillons en pétrole et en gaz. Que nous ne le voulions pas, nous transportons les produits alimentaires, nous transportons les produits qui sont manufacturés, et cette inflation-là impacte toute l'économie. Comme je l'expliquais au début de ma présentation, les banques centrales réagissent de manière, on va dire, orthodoxe dans leur approche, et augmentent les taux directeurs, ce qui est plutôt bon pour essayer de ralentir l'inflation. En revanche, impact direct sur le capital des réassureurs, comme je l'ai indiqué, diminution de l'offre, et en parallèle, une pression sur les réassureurs et les assureurs internationaux cotés en bourse pour accroître leur rentabilité. Pourquoi ? C'est tout simple.
Je suis un investisseur institutionnel, un fonds de pension américain qui place des centaines de milliards d'euros en bourse. Avant, j'avais le choix avec un spread environ de 10 points entre une Hannover Re qui m'affichait un ROE à 10% et des obligations d'État allemandes qui étaient à moins 0,5, moins 1. C'est-à-dire que je prêtais de l'argent et en plus je devais payer pour pouvoir avoir le privilège de prêter de l'argent à l'Allemagne. Aujourd'hui, je peux prêter à l'État allemand en étant sûr de me faire rembourser d'ici 6 mois à horizon 3-4%. 3-4% de rentabilité. Or, les réassureurs ne sont pas devenus plus profitables, et c'est ce qui fera l'objet de ma seconde partie, mais plutôt moins profitables du fait du changement climatique ces dernières années. Donc on parlait, il y a encore 10 ans, de ROE, donc de retour sur fonds propres, naturellement aux alentours de 10%. Aujourd'hui, la moyenne du marché se situe autour de 5%. Avant, en tant qu'investisseur américain, japonais ou autre, j'avais mes milliards à disposition à placer chez un réassureur, certes avec plus de risques, mais pour un rendement bien supérieur. Aujourd'hui, investir en réassurance, bon, c'est un challenge. Je peux mettre mon argent auprès de l'État allemand, je le récupère à 3-4%, sans aucun risque, alors qu'en parallèle, le réassureur, lui, m'explique que la conjoncture est dure, que l'inflation me touche, que le changement climatique arrive. Bon. Les réassureurs ont de ce fait-là, et les assureurs, par effet de cascade, une pression extrêmement forte sur les résultats techniques qu'ils ont à délivrer. C'est ce que j'indique dans la partie qui est en bas à droite de ces slides, assurance et réassurance. Ça veut dire tout simplement que le réassureur commence à agir comme ses investisseurs. J'ai un capital à ma disposition, je ne l'investis que dans les partenaires de long terme, les partenaires dont je pense qu'ils vont être à même de réaliser une rentabilité technique et pas uniquement financière. Ce qui engendre une pression, évidemment, sur la technique et sur l'analyse des résultats. Donc voilà, cette première partie un peu macroéconomique, très rébarbative sur du financier, indique que les réassureurs, les assureurs ont un capital sous pression. Nous sommes des loueurs de capitaux, nous avons moins de matières premières à vous louer, et on nous demande, sur cette matière première, d'augmenter nos marges. Nous sommes pris dans un effet d'enclume, entre le marteau et l'enclume. Le marteau, c'était l'effet macroéconomique, l'enclume, elle arrive tout de suite, c'est le changement climatique. Changement climatique, je pense que c'est un sujet éculé. Je ne me prétends pas expert en changement climatique, je ne suis pas physicien, je ne suis pas météorologue. Je vais passer relativement vite sur la partie technique, mais je pense qu'il est bon de rappeler les fondamentaux. Les fondamentaux, ils sont les suivants. On a un accroissement de la fréquence et de l'intensité des événements naturels. Ça, c'est pour ce qui concerne l'introduction. Quand on a dit ça, j'aimerais vous mettre en exergue ici un point de jargon d'assureurs, de réassureurs, principalement de réassureurs. On parle souvent en réassurance de périls primaires et de périls secondaires. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on entend par là? Les périls primaires, en fait, ce sont les périls que nous prétendons connaître depuis longtemps et que nous modélisons extrêmement bien via les modèles qui nous sont commercialisés, nos équipes d'actuaires, de géologues, de physiciens, nous permettent, en tout cas nous le prétendons, nous le pensons, de prévoir avec quelle période de retour, combien d'années, pour qu'un nouveau tremblement de terre, par exemple, se produise en Algérie, de telle intensité. En Europe, ça va être les tempêtes. Les tempêtes, nous pensons, sur les grandes tempêtes, type Lothar et Martin, c'était la dernière grande tempête de 1999, nous pensons pouvoir prétendre que nous savons modéliser ce genre de péril. Aux États-Unis, on parle de l'ouragan. Et nous avons, en parallèle de ces périls que nous dénommons primaires, des périls secondaires. Et ce sont eux qui sont ici au centre de l'attention, ces périls secondaires. Puisqu'en fait, ce sont des périls, comme l'on indique, qu'on a considérés de second rang, qui étaient moins impactants, qui présentaient des risques de moins grande intensité pour les assureurs ou les réassureurs. On pourrait dire, si j'étais un peu critique vis-à-vis de nous-mêmes, qu'on les a un peu sous-estimés. Ces périls-là, moins bien modélisés, et je parle ici de l'inondation, de la sécheresse, de la tornade ou de la grêle. Ce sont des périls qui sont couverts généralement par les polices d'assurance ou de réassurance des pays qui sont affectés par ces périls-ci, mais dont le pricing, la tarification, ont été effectués sur une base historique, ajustés à l'inflation, ajustés à tout un tas de paramètres. Nous avons des centaines d'actuaires
payés justement pour ajuster nos modèles et les rendre au plus proche du risque du client. Mais il se trouve que ces périls-là sont particulièrement sensibles au changement climatique. Et je pense qu'ici, c'est la raison pour laquelle je ne voulais pas passer trop de temps sur cette partie-là, j'ai une salle qui est convaincue. Je veux dire, la sécheresse, les inondations, alors les inondations un peu moins, mais la sécheresse, on connaît très récemment en Algérie. Nous-mêmes en Allemagne, basé dans le nord de l'Allemagne, 2021, la vague d'inondation, on a pu la voir de près. Les ouragans, je les ai rajoutés dans cette partie-là. Alors vous me direz, et vous aurez raison, bon, les ouragans, il n'y a pas de raison que parce qu'il y a le changement climatique, il y ait plus d'ouragans qu'il n'y en a eu par le passé. Et vous avez parfaitement raison. On n'a pas d'augmentation de la fréquence, ni même de l'intensité, normalement des ouragans qui touchent l'Amérique du Nord. En revanche, c'est un scénario moi, qui m'a toujours fasciné quand nos physiciens nous l'ont expliqué, la tendance qu'on constate, encore une fois au niveau mondial, c'est que le réchauffement des eaux du Gulf Stream permet aux ouragans qui se forment en général en Amérique centrale et qui terminaient leur course dans les eaux froides de l'Atlantique Nord, aujourd'hui ces eaux s'étant réchauffées, peuvent terminer leur course en Irlande. On en a eu quelques-uns. Pourraient, d'ici 20-30 ans, terminer leur course en France. Imaginez des scénarios tels que l'ouragan Katrina en 2005 se produire sur les côtes irlandaises ou les côtes françaises. Ce sont des scénarios aujourd'hui sur lesquels nous travaillons. Et pour être franc, qui nous donnent du grain à moudre. Donc les effets dévastateurs, je voudrais aussi l'indiquer, puisque là, c'est une présentation très, très financière, très réassurance, assurance, chiffres. N'oublions pas que derrière, certes, il y a la résilience de l'économie, mais il y a aussi des hommes et des femmes qui périssent ou qui sont amenés à se déplacer à cause de ces événements climatiques. Bref, le constat est sans appel, le changement climatique est là, il nous impacte. La question est de savoir si on sera sur un scénario à 1 degré d'augmentation des températures, 2 degrés, voire 3 degrés. La réassurance et l'assurance, elle a ce rôle de prévention, c'est-à-dire de prévenir les acteurs du marché de ces phénomènes, mais aussi d'adapter, c'est ce que j'indique à la fin, les méthodes stochastiques d'analyse des risques. Pourquoi? Je reprends encore une fois l'exemple Hannoverais. Pour moi, c'est très pratique, ce sont des chiffres que je connais par cœur, c'est notre entreprise, d'une part. D'autre part, ça me permet également de vous donner une vision globale de la réassurance, puisque le portefeuille d'Hannoverais, nous sommes présents sur tous les continents, nous sommes un réassureur qui a une part de marché importante. Nous prétendons que les sinistres que nous encaissons, in fine, sont les mêmes, peu ou prou, que ceux de Munich Re, Suisse Re ou SCOR, pour ne parler que des plus connus. Ce que vous constatez sur cette partie, c'est que clairement on a 2 phases. On a la phase 2012-2016 et la phase 2017-2022. Alors peut-être un petit retour sur ce que j'essaie de montrer sur cette slide un petit peu compliquée. Les bâtonnets bleus sont les sinistres bruts, catastrophes naturelles et man-made de la Hannoverais. La petite barre grise, ce sont les sinistres au net. Net de quoi? Net de rétrocession. Et oui, puisque nous-mêmes, nous sommes un grand acheteur de réassurance. Nous sommes, je pense pouvoir le prétendre aujourd'hui, le premier acheteur de réassurance au monde. La Hannoverais, nous achetons 2 à 3 milliards d'euros de réassurance tous les ans pour pouvoir stabiliser nos résultats. Alors ce qui nous aide beaucoup, car comme vous pouvez le voir, en 2017, sans l'aide de nos rétrocessionnaires et de nos réassureurs, face à Harvey, Irma Maria notamment, les grands événements qui ont touché l'Amérique du Nord, nous n'aurions pas pu dégager le résultat que nous avons dégagé. Nous avons récupéré environ 600 millions d'euros de nos rétrocessionnaires, de nos réassureurs à nous. 2 constats. Donc, le constat qu'on a une augmentation très forte de cette sinistralité catastrophique, on le voit très clairement, pas besoin de faire de moyenne. Hein. Vous voyez la moyenne des bâtonnets bleus phase pré-2016, la moyenne des bâtonnets bleus post-2017, le constat est sans appel. Deuxième chose que j'aimerais indiquer, le point bleu, c'est-à-dire la ligne avec les petits points bleus, c'est le budget que nous prévoyons de manière très scientifique, nous réunissons, nous avons des experts géologues, physiciens, des actuaires, qui se plantent, qui ont fait du bon travail, nous avons fait du bon travail jusqu'en 2016. La réalité est que nous n'avons pas pris la mesure du changement climatique. Nous nous sommes allègrement plantés en 2017, en 2018, en 2019, en 2020, en 2021. Nous commençons à prendre la mesure de la chose, mais même pour nous, le constat a été difficile, je dirais, à avaler, pour parler vulgairement. Donc voilà les tendances que je voulais vous montrer. Augmentation très claire des catastrophes naturelles, des événements à forte intensité, augmentation de leur fréquence. Et deuxièmement, on peut le remarquer de manière subliminale sur cette slide,
l'effet de notre rétrocession, malheureusement, diminue. Comme vous le constatez, l'écart entre la grande barre bleue et la barre grise en 2017 est très important, on parle de 600 millions d'euros. Il est relativement faible en 2022, puisque nous sommes nous-mêmes contraints de modifier notre politique d'achat de rétrocession. Nous avons un budget que nous essayons de ne pas dépasser, et du coup, nous sommes nous-mêmes moins couverts, nous prenons plus de risques pour nous-mêmes. Encore une fois, je reste très rapidement sur 2022. J'ai mentionné 2017, les événements aux États-Unis, Harvey, Irma, Maria. Je pourrais vous mentionner, sur ces 5-6 dernières années, énormément d'événements. On connaît l'impact des feux de forêt en Californie, en Australie. On a eu également, évidemment, les inondations meurtrières en Allemagne en 2021. Cette année durant laquelle je prétendrai que les événements naturels n'ont pas fait la une des médias, on peut se rendre compte qu'un réassureur comme Hannover Re a été très fortement impacté. Ici, je prendrai juste comme exemple les événements convectifs, comme on les appelle en mauvais anglais, mal traduit, de grêle en France, en mai et en juin. On a eu également un typhon au Japon, des inondations en Afrique du Sud et les tempêtes de début d'année en Europe du Nord, en Allemagne. Bon, c'était uniquement pour vous donner un exemple. Le coût est pour nous aux environs de 1,3 milliard d'euros et j'espère très fortement qu'on aura une fin d'année à peu près clémente. Comme vous pouvez le constater, directement cela se traduit dans le financier, dans nos résultats. Nous avons de très mauvais résultats sur la partie agricole. Nous avons été touchés comme beaucoup de monde par les sécheresses au Brésil. Nous ne sommes pas les seuls, le score a été également très fortement impacté. Nous sommes également impactés toujours par un événement qui est, on va dire, corollaire, indirect de la pandémie, selon les théories, c'est le Covid. La pandémie, en fait, continue à nous coûter cette année, sur la zone Asie-Pacifique, qui est le 3e bâtonnet horizontal bleu, aux alentours d'un demi-milliard d'euros cette année. D'où le ratio combiné aux alentours de 130%. Et ne nous leurrons pas. Le ratio combiné, pour rappel, il doit s'établir en dessous de 100 pour permettre au réassureur ou à l'assureur d'effectuer un profit. Aujourd'hui, nous sommes en dessous de 100, me direz-vous. Je me dois d'être transparent avec vous. Nous sommes un gestionnaire extrêmement prudent. Les bonnes années ou les années durant lesquelles nous avons des sinistres, nous réservons énormément. Nous mettons beaucoup de sinistres en réserve. Parfois, nous surréservons, et c'est en jouant sur ces surréserves sur le passé, sur ces IBNR, comme on les appelle en langage technique, que nous arrivons à poster aujourd'hui, tant bien que mal, un résultat qui devrait être positif. Au niveau technique, j'entends. Je prends le marché global, puisque jusqu'ici j'ai parlé d'Hannover Re, mais pour vous dire qu'il est du même, touché par les mêmes phénomènes. On voit très clairement, jusqu'en 2016, on a un coût des catastrophes naturelles qui s'oriente autour de 4-5% des primes, maximum. À partir de 2017, ce coût augmente très fortement, demandant des ajustements. J'ai parlé, grande partie de cette présentation, de mauvaises nouvelles. Je vais essayer de mitiger ça, pour mal traduire de l'anglais, par des plutôt bonnes nouvelles, ou par des signes d'espoir, d'adaptation par rapport à ce marché. Encore une fois, je suis toujours dans le constat sur cette slide-ci. Nous avons en bleu les rendements sur les fonds propres qui deviennent de plus en plus faibles, en plus de combiner de la volatilité. C'est-à-dire que sur la période 2012 à 2016, on a des rendements sur les fonds propres qui sont autour de 10%, qui sont plutôt stables mais en baisse. La sanction est sans appel à partir de 2017, plus forte volatilité des retours sur nos fonds propres, les résultats sont plus compliqués à atteindre, et c'est lié évidemment à l'environnement tarifaire que l'on voit en gris, assez mal mais en gris, indiqué par cet indice qu'on aime bien, qui est l'indice publié chaque année par Guy Carpenter, le courtier, sur les rates online, donc rate online, prime sur capacité mise à disposition, qui, malheureusement, force est de constater, se sont fortement réduits depuis 2013. On constate une tendance baissière qui commence à se corriger, et ça a un impact direct, évidemment, sur nos rendements. Comment s'adapter? Pas uniquement en adaptant la tarification. Nous-mêmes essayons par des demandes que nous recevons de nos investisseurs, mais pas seulement, de nous mettre à la page en matière de gestion des risques environnementaux. Comme vous pouvez le voir, j'aimerais commencer par la droite. Nous pouvons commencer par nous-mêmes. Nos opérations locales, nous essayons de les rendre vertes, d'avoir une énergie qui vient principalement des éoliennes et du solaire, et
d'étudier nos politiques de voyage. Très clairement, moi, on me demande aujourd'hui de réfléchir à mon empreinte carbone personnelle en tant que souscripteur et à réfléchir à la réduire probablement en horizon 2030. On a la souscription, ce qui vous impacte vous directement. Aujourd'hui, la Hannover Re s'est engagée, c'est un premier pas, alors je vous le concède, il est modeste, mais de se retirer de toute l'industrie du charbon en 2038. C'est modeste certes, mais symboliquement c'est très fort. Si vous regardez l'histoire de la Hannover Re a été fondée par des industriels, par les industriels de la Ruhr, donc la région de Dortmund, Cologne, qui était le poumon économique de l'Allemagne à l'époque, poumon économique basé sur le charbon et l'acier. Aujourd'hui, un réassureur qui est né du charbon et de l'acier, si j'ose dire, indique qu'en 2038, ce sera terminé. Et enfin, last but not least, notre politique d'investissement. Nous avons, comme je vous l'indiquais, environ 60 milliards d'euros à notre disposition à investir. C'est une somme qui permet déjà, bien qu'elle soit modeste, d'avoir un impact sur l'environnement de la gestion d'actifs internationale. Et nous nous sommes engagés, nous nous engageons chaque année à diminuer, à décarboner nos investissements. Donc ça, c'est une réponse que nous pouvons apporter déjà à notre petite échelle personnelle en regardant uniquement nos opérations. Au niveau global, et c'est vraiment la partie ou la slide qui vient résumer, ma démonstration, nous avons un environnement macroéconomique qui est très compliqué, comme je vous l'ai indiqué. Nous avons le changement climatique qui vient redistribuer les cartes de la réassurance internationale. Nous devons nous adapter. De quelle manière? Il existe des moyens. Comme je le disais, c'est là qu'il faut être attentif. Nous avons les 5 minutes d'optimisme dans cette présentation. L'innovation, les solutions paramétriques existent. On a des solutions qui permettent de définir un trigger paramétrique en disant à partir d'un tremblement de terre 7 sur l'échelle de Richter, l'assureur ou le client final aura un payout de l'ordre de 100 millions d'euros. On a ce genre de solutions qui peuvent nous permettre d'éviter de devoir trop modifier la tarification des programmes catastrophes naturelles classiques. Nous avons évidemment, comme je l'ai indiqué plusieurs fois, des ajustements tarifaires à effectuer. Nous sommes en train de les effectuer. Le marché de la réassurance, j'ai réussi à ne pas prononcer ce mot jusqu'ici, est entré dans ce qu'on appelle le hard market, une augmentation tarifaire assez dure, un éloignement du risque des réassureurs. C'est évidemment aussi par cela que passent les solutions. La politique RSE, je l'ai indiqué tout à l'heure, et c'est une transition vers la présentation que vous aurez de notre collègue de SCOR, doit également nous amener à ouvrir les yeux sur ce que nous pouvons faire, nous, à notre échelle, sur la prévention, sur nous-mêmes, notre entreprise, son empreinte carbone, et comment nous pouvons amener le monde à ne pas tomber dans le scénario catastrophe à plus de 3 degrés. Et enfin, la transparence. La transparence, pour nous, il est essentiel de connaître exactement les expositions de nos assurés, de nos assureurs, afin de permettre de les couvrir le mieux possible. Honnêtement, personne n'a envie de devoir faire face à une règle proportionnelle parce que les capitaux ont été mal estimés concernant des usines, des raffineries ou autres. D'une autre manière, le réassureur, lui, doit connaître ces montants-ci pour pouvoir acheter la rétrocession adéquate et pour pouvoir faire face à ses obligations. Le mot de la fin, définitivement, j'insiste, sera positif. Nous sommes une industrie, pas de robots, mais de personnes. Je suis une personne, je négocie avec des personnes, nous sommes des humains, et nous sommes dans des politiques de long terme, des politiques de partenariat. La réassurance n'est pas, honnêtement, une industrie dans laquelle on fait des coups, dans laquelle on attaque un marché un jour, et puis on espère que ça passera, et on attend de voir ce qui se passe. La réassurance, comme je le dis souvent à nos partenaires, le challenge, mais aussi la force de cette industrie, c'est qu'on se revoit chaque année. C'est la même chose pour les assureurs face à leurs assurés, et c'est la même chose pour les assurés face à leurs clients. Nous nous revoyons chaque année, nous avons des obligations les uns envers les autres. Notre obligation, elle est, depuis les années 80, de soutenir le marché algérien, d'avoir un partenaire privilégié qui est Cash Assurance, dans lequel nous travaillons en confiance. Et certes, les défis aujourd'hui macroéconomiques, les défis du changement climatique sont importants, nous impactent fortement, mais, et j'insiste là-dessus, et c'est vraiment j'insiste sur cette touche optimiste, nous sommes dans le long terme. Nous soutenons le marché algérien et nous continuerons de le faire. Mais nous sommes aussi attentifs à ce qui se passe, attentifs à la macroéconomie, attentifs aux effets du changement climatique, et nous espérons ensemble pouvoir franchir ces pas-là. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu ou inondé
pour utiliser un terme que j'ai utilisé durant cette présentation, de chiffres et de termes abscons ou complexes. J'espère que j'ai, comme on dit en anglais, made my point. L'inflation, le changement climatique sont des challenges auxquels nous ferons face ensemble, et la Hannover et Cash Assurance sont ici pour être des partenaires de résilience. Sur ces bonnes paroles, je vous remercie de votre attention, et je vais laisser à notre modérateur Hakim le soin de présenter la présentation suivante. Merci beaucoup à tous.